Donc, voilà, 11 heures. Vous êtes bien ponctuel et on vous attendait avec enthousiasme. Alors, ben voici. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette conférence qui s'inscrit dans le cycle des conférences du Centraire, donc du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Et pour cette conférence, on a le grand plaisir d'accueillir Christine Partoun, qui est une collègue de Belgique que j'ai eu le plaisir de connaître, dont j'ai eu le plaisir de suivre les travaux depuis de nombreuses années. J'oserais dire, Christine, depuis 30 ans environ, et en particulier dans le cadre des travaux de l'Institut d'éco-pédagogie à Liège, Belgique, où Christine a mené de nombreux et importants projets de recherche et de formation. Alors, Christine Partoun, en fait, elle enseigne en didactique de la géographie à l'Université de Liège en Belgique et également à la Haute École libre Mozanne au département pédagogique à Liège. Elle est actuellement, Christine, présidente, en fait, depuis 2006, de l'Institut d'éco-pédagogie qui a été rebaptisé l'été dernier Écotopie, laboratoire d'éco-pédagogie. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller visiter ce site Écotopie de grande qualité et qui recèle là, un gisement de propositions pédagogiques et d'éléments de recherche, mais vraiment de grande qualité. Alors, le parcours professionnel de Christine en éducation, c'est caractérisé par, elle le dit elle-même, une hybridation entre l'éducation formelle et non formelle. En fait, elle a enseigné au secondaire de nombreuses années et fait de la formation des enseignants du primaire et du secondaire. Elle a été aussi formatrice d'animateurs en milieu rural. Elle a contribué à une diversité de projets de recherche et actuellement, elle contribue à un projet international qui s'intitule Débat citoyen et didactique du paysage. On sait que le paysage est une porte d'entrée privilégiée de l'environnement par les géographes. Donc, le projet de recherche vise à expérimenter, observer, évaluer, innover en ce domaine. Donc, c'est un projet de recherche en partenariat interuniversitaire et international, Belgique, France, Université du Québec à Montréal. Alors, grand merci, Christine Partoun, d'avoir accepté cette invitation. On entendra donc cette conférence d'environ 50 minutes. Hugues Asselin nous accompagne. Il est coordonnateur du Centraire. Il participera à l'animation après la conférence d'environ 50 minutes. Ensuite, on aura un moment d'échange. Hugues va être attentif à vos commentaires dans le clavardage. Et nous sommes accompagnés aussi par Félix Morissette à la technique. Bonjour, Félix. Alors, Christine, bien, on t'écoute. Je dirais on vous écoute, mais en toute amitié, on t'écoute. Merci beaucoup, Lucie. Merci aussi de m'avoir invitée à cette conférence. Je suis vraiment très honorée et je suis ravie de pouvoir partager avec vous les idées, les réflexions, les résultats aussi de la recherche que nous avons menée avec des professeurs de la Haute École libre Mozanne, mes collègues, et en partenariat avec l'Institut d'éco-pédagogie à l'époque, qui ne s'appelait pas Écotopie à l'époque. Alors, ce projet de recherche concerne la formation initiale des enseignants du primaire. Alors, l'intitulé de la conférence
reprend un terme qui était le nom de notre projet de recherche, Extramuros. Et Extramuros, nous avons longtemps cherché à baptiser ce projet. Nous avons choisi Extramuros en référence à cette idée au Moyen-Âge de la zone qui désignait ce qui était en dehors de la ville fortifiée. Alors, c'est vrai que c'est un peu impertinent, mais pas mal de classes de l'enseignement primaire, nous les percevons comme fortifiées actuellement aussi. Et donc, on avait décidé d'intituler ce projet de recherche Extramuros. Alors, ben voilà, j'ai aussi joué un petit peu sur la pandémie actuelle, le meilleur des vaccins. On va essayer de voir, on va voir si en conclusion, vous êtes d'accord avec cette idée que la pédagogie extramuros peut vivifier en tout cas notre être dans cette période un peu particulière que nous vivons et qui nous demande de nous adapter. Alors, bon, je ne sais pas avancer. J'arrive, voilà, bon. Alors, le plan de la conférence se décline en deux grandes parties, puis deux parties plus modestes, mais nous allons commencer par décliner quelques variantes de la pédagogie extramuros et de ses enjeux pour que vous compreniez un petit peu mieux de quelle pédagogie extramuros nous parlons et que nous avons analysé dans notre recherche. Ensuite, nous aborderons les résultats de notre recherche qui portent sur les facteurs limitants de la formation initiale des enseignants du primaire à la pédagogie extramuros. Et puis, j'aurai le plaisir de vous faire part d'un module alternatif que nous avons expérimenté, c'est-à-dire de proposer à nos étudiants une immersion dans un territoire, un éco-stage pendant 5 mois à temps plein, pour réaliser une mission d'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et enfin, nous terminerons par des propositions pour un curriculum innovant en fonction des résultats de notre étude et de cette expérimentation en tout cas. Alors, la pédagogie extramuros, elle a le vent en poupe aujourd'hui. Elle se décline de toutes sortes de manières. Alors, ce que l'on a vu récemment se développer, en tout cas, je pense au Québec, puisque cette photo vient de chez vous, mais partout, enfin bon, partout en Europe aussi, c'est l'école en plein air, au fond. Hein, l'école en plein air et qui correspond à ce mouvement aussi américain qui s'est développé il y a déjà quelques années et qui revendiquait de ne plus laisser les enfants à l'intérieur, d'essayer au maximum de faire la classe dehors et donc au bon air. Je dirais c'est le plus important dans cette vision. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'au Québec, il y avait même un nouveau métier qui s'était développé, récréologue, spécialiste de l'aménagement des cours de récréation. Et donc, c'est quand même pas mal de voir tous les projets qui sont développés avec un design extrêmement intéressant et inspirant. Et je dirais l'idéologie principale de cette école en plein air revendiquée, c'est que c'est mieux pour la santé de l'enfant, bien entendu en rapport avec ce que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants qui jouent dehors, 1/5 des enfants jouent dehors en Grande-Bretagne, c'est une étude qu'il a démontrée en 2016. On connaît les différents facteurs qui expliquent cela aujourd'hui, mais en tout cas, le facteur principal qui fait que les parents n'arrivent plus à envoyer les gamins jouer dehors, c'est l'attractivité des nouvelles technologies. Et la petite photo en bas à gauche, je l'ai prise le 20 mai de l'année passée. On était en confinement, c'était le 1er mai, c'était un jour de congé en Belgique, c'est la fête du travail, et il faisait beau, il faisait bon, mais il n'y avait personne qui jouait dans la plaine de jeux près de chez moi. Et c'est un constat que nous avons fait pendant toute cette pandémie, en se promenant régulièrement pour nous, rester en bonne santé, c'est que la plupart des jardins sont vides en fait. Et donc ça, c'est ce côté inquiétant de
de ce constat qui fait que de plus en plus d'enseignants aujourd'hui développent des tas d'idées pour pouvoir quand même aller dans la cour et partagent leurs idées sur Internet. Alors, des déclinaisons plus anciennes de la pédagogie extramuros et qui sont toujours liées à l'école en plein air, c'était, et c'est toujours ce qu'on appelle en Belgique les classes de dépaysement, les classes de plein air et de dépaysement. C'est le nom vraiment officiel de ces classes. Et aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle tendance, les professeurs d'éducation physique et sportive sont très impliqués dans ces projets. C'est aussi une école en plein air où pas forcément les liens avec l'éducation relative à l'environnement ne sont pas nécessairement. Historiquement, dans l'école secondaire où je travaillais, les profs d'éducation physique emmenaient les élèves faire de la course d'orientation à travers bois. Et aujourd'hui, c'est interdit, on ne peut plus sortir des chemins. Mais donc, ils passaient à travers tout à n'importe quel moment sans se préoccuper de l'impact sur l'environnement. Alors, donc les classes vertes, les classes de neige, les classes de mer ont principalement, en tout cas aujourd'hui, les vertus, leur vertu, c'est d'essayer quand même de lutter contre le principal problème de santé dénoncé par l'OMS, c'est le surpoids qui est en augmentation partout dans le monde. En Belgique, un enfant sur 5 aujourd'hui dans une classe. La photo du milieu, c'est une classe que j'ai accompagnée il y a 15 jours. Sur 25 enfants, il y a 6 enfants en surpoids, il y a une enfant obèse, et ça correspond aux statistiques générales. Et en Europe, un enfant sur 3 est en surpoids. Ça, vous connaissez toutes ces statistiques, mais c'est souvent ce qui motive l'école en plein air, je vais dire. En tout cas, cette dimension de l'école de la pédagogie extramuros. Alors, historiquement aussi, la pédagogie extramuros, c'est l'école dans la nature, ailleurs, dans des centres spécialisés souvent, d'éducation relativement à l'environnement maintenant, où des classes vertes sont organisées avec finalement une éducation physique et sportive combinée avec une éducation relative à l'environnement, où les enfants sont invités à découvrir la nature, à nouer un lien particulier avec elle. Les différentes approches sont souvent combinées, en tout cas aujourd'hui, dans ces écoles de classe verte. Alors, dernière déclinaison dans ce champ, c'est l'école dans la nature alentour. Et ça, c'est vraiment ce qui est nouveau. C'est un mouvement qui est porté par une série d'acteurs du milieu associatif qui considèrent que c'est mieux pour le bien-être de l'enfant d'être dans la nature souvent, voir le plus souvent possible, voir tous les jours, voir faire la classe tous les jours dehors, dans la nature. Et ce mouvement, il est évidemment soutenu par exemple, 2 ouvrages phares, l'ouvrage de Richard Louv qui a évoqué ce syndrome de manque de nature qui pouvait avoir des impacts très négatifs sur les enfants, relayé par François Cardinal, hein, qui est de chez vous, vous connaissez bien son ouvrage, et qui raconte bien cette évolution de la société que les gens de mon âge connaissent bien, et qui fait qu'il y a aujourd'hui une forme d'handicap environnemental. Ce n'est pas seulement pour la santé de l'enfant, mais c'est pour aussi toute une série d'autres raisons que le signal d'alarme est lancé. Et alors, du côté européen, du côté français et belge, il y a deux grands groupes d'associations qui portent ce mouvement. C'est le réseau École et Nature avec la dynamique Sortir, et en Belgique, Tous dehors, qui réunit des associations et des enseignants. Alors, on va retrouver aussi nos vieux copains dans cette dynamique qui vise essentiellement le bien-être de l'enfant, et les joies de la nature sont au cœur du programme. Alors, je dirais en synthèse des motivations pour ces différentes écoles de plein air ou dans la nature aux alentours immédiats de l'école, eh bien, c'est le développement psychomoteur des enfants, leur santé physique, leur dynamisme personnel. On voit de plus en plus d'enfants aujourd'hui sédentaires, trop sédentaires, qui sont véritablement déprimés en bas âge déjà,
les habiletés manuelles qui sont déficitaires aujourd'hui, la perception empirique de la nature qui n'existe plus, et du milieu environnant, la stimulation de la curiosité, de l'imagination de l'enfant, mais aussi d'accorder à l'enfant cette liberté que l'école a tant de mal à reconnaître comme fondamentale, à permettre aux enfants de développer leur débrouillardise, leur confiance en soi dans les différentes activités qui sont souvent ludiques et qui sont proposées aux enfants dans ces écoles de plein air ou dans la nature alentour. Alors, finalement, nous allons encore voir d'autres déclinaisons de la pédagogie extramuros, mais pour ne pas décevoir et frustrer certains d'entre vous, ce ne sont pas de ces pédagogies extramuros dont nous avons parlé, dont nous allons parler. Néanmoins, je voudrais quand même juste apporter une petite réflexion personnelle sur ce courant qui est véritablement exponentiel. Je pense qu'il est quand même utile et important et urgent de se poser quand même un certain nombre de questions par rapport à cette politique de l'éducation relative à l'environnement qui est proposée, que les enfants aillent, si possible, tous les jours dans la nature aux environs de l'école. Alors moi, ce que j'observe, par exemple, c'est des choses comme ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire finalement un lotissement sauvage, pourrait-on dire, de l'espace public avec des installations pérennes qui commencent à fleurir. Alors pour le moment, il y a encore peu d'écoles qui le font, mais qu'en serait-il si toutes les classes de toutes les écoles primaires et maternelles s'emparaient des espaces naturels à proximité de l'école, espaces naturels qui, du moins en Belgique, sont déjà passablement éreintés. Là, je pense que ça vaut vraiment la peine de se poser la question. En tout cas, de se poser la question de la vision de la relation à l'environnement qui est proposée, quelles sont les pressions sur le milieu. Je crois quand même que ça vaut la peine de se demander ce qu'en pensent ceux qui sont sans voix, quelles sont les valeurs implicites là derrière. Et puis, ce qu'il en est des inégalités socio-spatiales, c'est une utopie, d'accord, mais à proximité de toutes les écoles fondamentales, il n'y a pas nécessairement un espace de nature, que du contraire. Et les distances à parcourir pour être dans la nature alentour sont parfois gigantesques. Donc là, on est dans peut-être enfin, je pose des questions qui invitent à se demander si ça ne va pas encore renforcer les inégalités, parce que les environnements plutôt agréables, favorables, avec de la belle nature tout près, les enfants qui vivent là vont en profiter, et puis des autres. Et puis alors, je crois qu'aussi, ça vaut la peine de se poser la question, finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine en même temps de faire une sensibilisation des parents, parce qu'il y a toute une série de ces objectifs nobles qui sont visés à travers ces écoles du dehors et dans la nature, qui pourraient être, ou qui devraient peut-être faire partie du rôle des parents, de se dire, mais non, on doit essayer de revenir à quelque chose de plus en contact avec la nature, avec le dehors, parce que là, on va droit dans le mur, quoi. Voilà. Donc là, je vais arrêter. En tout cas, je ne vais pas ouvrir ce débat-là, mais j'avais envie quand même de le poser. Alors, dans les autres déclinaisons de la pédagogie extramuros, on va maintenant aborder celle qui nous concerne davantage en tant que professeur d'école normale et emmener cette recherche extramuros. Alors, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle chez nous l'étude du milieu, hein, le place-based learning en anglais. Et donc là, dans le place-based learning, l'environnement, le milieu est véritablement, les ressources du milieu sont véritablement là pour encourager des apprentissages dans toutes les disciplines, que ce soit l'aménagement du territoire, les métiers, les musées aussi. Donc on n'est pas que dans le plein air, on est aussi dans les ressources du territoire où on peut être à l'intérieur et pas seulement non plus dans la nature, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. On a voilà, l'étude du milieu, c'est véritablement utiliser le milieu comme une classe et comment en tout cas pouvant proposer des apprentissages intéressants. Alors dans cette optique, certains dans la littérature
attire l'attention sur le risque de localisme ou de réduction à une vision communautariste. Et c'est effectivement le cas, mais j'avais envie juste de poser le petit clin d'œil suivant et de parler de l'étude du milieu, mais ici et ailleurs, comme le revendiquait Célestin Freinet, en prônant à travers la correspondance scolaire l'envie d'échanger à propos de milieux différents et de faire des petits voyages pour que les écoles se rencontrent et sortent effectivement d'une vision par trop auto-centrée, quoi, sur son milieu, sur soi, sur sa petite communauté. Alors, cette pédagogie de l'étude du milieu, en tout cas, dans ma haute école, on insiste sur le fait on essaye de former nos enseignants à aller souvent, à faire des allers-retours sur le terrain pour être dans une démarche itérative de recherche, pour pouvoir observer les changements au fil du temps, reprendre une observation, une production de données, prendre conscience des filtres de la perception aussi en se disant, tiens, on peut regarder avec d'autres lunettes demain ou après-demain, prendre conscience du caractère subjectif du langage aussi et découvrir d'autres points de vue, d'autres sensibilités. Ce sont des exemples parmi d'autres, mais souvent les démarches sont des démarches où on va une fois dehors et puis on rentre. À la limite, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Ça, c'est ce contre quoi on essaye de lutter avec mes collègues. Alors, toujours dans la pédagogie extramuros, on va terminer par la vision de l'extramuros qui vise à ce que l'école soit intégrée dans la communauté locale. Donc, non seulement on va sortir de la forteresse, mais en plus, on va véritablement faire territoire, que l'école devienne un acteur partie prenante du territoire. Et donc là, évidemment, au Québec, l'apprentissage par les services communautaires est beaucoup plus développé que chez nous. Aux États-Unis aussi, ce sont des démarches qui sont davantage développées que chez nous, mais c'est quelque chose que nous, on a envie de prôner aussi et qu'on peut observer en Belgique dans certains projets. Mais l'intégration dans la communauté locale, c'est parfois des projets avec d'autres habitants, mais c'est parfois aussi participer à une manif ou c'est parfois aussi participer à des projets qui sont proposés par les pouvoirs publics, comme le grand nettoyage de printemps. C'est aussi parfois développer un projet qui est à l'initiative de l'école. Et donc là, la déclinaison de ces projets est multiple et les occasions ne manquent pas. Alors, dans cette logique, on ne manque pas de ressources non plus. Hein, donc, je ne pouvais pas quand même ne pas reprendre une de nos Bibles produites par Lucie et Isabelle. Il y a déjà quand même pas mal d'années, mais c'est vrai, hein, avec Lucie, on se disait, mais bon, c'est là depuis longtemps et ça nous inspire. Et puis, ce très bel ouvrage, Éducation, environnement, éco-citoyenneté, et qui véritablement invite à composer, je dirais, toutes les dimensions de l'éducation par l'environnement, pour l'environnement, dans un engagement qui repose sur une relation forte, positive, intime avec l'environnement et qui donne envie de s'engager en développant son esprit critique, en osant dire que ça ne va pas et en essayant de trouver des solutions. Donc, véritablement, des projets qui sont assez cohérents dans leur démarche globale. Alors, ces différentes approches, moi, je pense qu'elles répondent bien à la question que posait Robin Moore. Où se trouve l'avenir de la Terre si la société humaine est conduite par la prédominance des valeurs issues d'expériences factices plutôt que réelles? Et sa phrase, elle est presque à inscrire au fronton de chaque école, dans chaque classe, à l'heure où beaucoup d'enseignants ne jurent plus que par les nouvelles technologies. Lucie évoquait l'approche du paysage, mais aujourd'hui, les enseignants, c'est tellement plus facile. Il y a tellement d'images de paysages sur Internet que c'est plus facile de travailler avec son ordinateur et son beamer
que d'aller dehors. Et d'ailleurs, on prend des fonds d'écran, on ne se rend pas compte que ce sont des images artificielles, mais c'est pas grave, on travaille sur le paysage à travers des images factices. Donc là, je crois que cette interpellation, elle est très, très forte. Et les enjeux pour la société et la planète, voilà, parmi d'autres, hein, bien sûr, mais c'est le fait de créer des liens affectifs qui est important pour nourrir ce développement de la responsabilité, que les élèves se mettent en projet, qui développent leur esprit critique, mais pas seulement, bien sûr c'est important sur Internet, on le sait, mais aussi dans ce qui se passe directement autour d'eux, parce que ben voilà, la contestation, l'investigation, c'est important de les nourrir dans l'environnement dans lequel on vit d'abord. C'est aussi le lieu de l'analyse réflexive, de la conscience, de l'éveil à la conscience, mais aussi de la prise de conscience de la relativité des prises de position et des valeurs. Et donc, on pourra encore en développer d'autres, mais ce sont ces enjeux que nous essayons, en tout cas en tant qu'enseignants, dans notre haute école. Ce sont ces dimensions que nous essayons de faire passer à travers notre enseignement, bien modeste, je dois bien l'avouer, comme vous allez le comprendre. Alors, j'entends souvent autour de moi, dans le secteur associatif, dire les hautes écoles ne forment pas les enseignants à la pédagogie extramuros. Et je pense que c'est une idée reçue qui n'est pas correcte parce que d'après les focus group que nous avons organisés, d'après les contacts que nous avons avec les collègues dans les autres hautes écoles, la Fédération Wallonie-Bruxelles est un tout petit territoire, donc on se connaît bien. Moi, personnellement, je pense que je connais presque tous les profs de géographie qui enseignent en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les hautes écoles. Il n'y a pas beaucoup de hautes écoles non plus. Et je pense que dans presque toutes les hautes écoles, on peut vraiment dire que cela fait pratiquement 30 ans que, si pas plus, qu'on prépare les enseignants à exploiter les environs, le milieu. En tout cas, dans cette vision de l'étude du milieu ici et ailleurs, ça fait au moins 30 ans. Et puis, dans certaines autres écoles, la dimension éducation relative à l'environnement ou éducation à l'environnement et au développement durable a pris place, c'est une place importante, en tout cas dans ma haute école, mais avant cela, la haute école Charlemagne à Liège avec Marina Gruselin, que certains connaissent. Mais oui, et véritablement, ces efforts dans formation initiale étaient également soutenus par des propositions en formation continuée. Donc, ça fait également pratiquement 30 ans qu'il y a une série d'opérateurs de personnes qui essayaient de former les enseignants du fondamental à l'approche sensible, à l'approche sensorielle, à l'approche systémique, enfin, j'en passe. Et donc, ce qui a nourri notre désir de mener une recherche, c'est un peu ça. C'est la déception des vieux rhinocéros que nous sommes, qui nous ne comprenions pas finalement, alors qu'on se remet en question chaque année, pourquoi on obtient des résultats qui sont insatisfaisants. Alors, je vais vous donner très rapidement un aperçu, par exemple, de ce qu'on fait dans notre haute école. On forme les enseignants en premier bac l'étude d'un milieu urbain, où ils ont l'occasion de vivre toute une série d'activités de découverte du milieu urbain ludique, adaptées et adaptables très facilement, voire même transférables directement avec des enfants. Bon, les moyens sont pas énormes, hein. On a 17 heures pour l'éveil en géographie et histoire. On a 125 étudiants par groupe de 40. Donc, on va sur le terrain par groupe de 40. Bon, c'est pas évident. Mais on travaille dans une logique d'isomorphisme. Alors, à ce moment-là, une petite enquête que je faisais chaque année, 15% des étudiants sont favorables aux apprentissages sur le terrain. Ah, ben oui, parce que si on peut le remplacer par une visite virtuelle, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est le profil, en tout cas un des profils d'étudiants avec lequel il faut qu'on travaille en première année. Alors, en deuxième année, on leur propose d'investiguer et de découvrir et d'acquérir des connaissances plutôt dans un milieu rural. Et là, c'est
module résidentiel d'une semaine, avec des professeurs de sciences aussi qui sont associés aux professeurs de géo, d'histoire et de nouvelles technologies. C'est un groupe de 90 étudiants, donc voilà, l'encadrement est ce qu'il est pour 90 étudiants, c'est des grands groupes chaque fois. Et alors en troisième bac, là, on aborde un milieu extraordinaire, donc milieu urbain, milieu rural et puis un milieu extraordinaire avec 70 étudiants, deux profs de sciences, deux profs de géo, c'est un séjour résidentiel, on a 15 heures pour chaque discipline, il y a un avant et un après, et dans ce module, on varie véritablement les approches. On est dehors pratiquement 2 tiers de la journée. Puis il y a du travail en laboratoire, il y a des recherches avec la bibliothèque que nous emportons. Les étudiants vivent des activités et construisent des activités qui sont en principe adaptables, transférables aussi. Et puis, de retour en classe, nous faisons toute une analyse didactique de qu'est-ce que ça veut dire réussir ce que nous, on appelle une analyse matière-terrain. Alors, ça veut dire quoi une analyse matière? Ça veut dire comment se préparer à construire une activité pédagogique. Et on fait véritablement une lecture de tout ce qu'ils ont vécu en disant, tiens, voilà, à quoi faut-il penser, comment faut-il se préparer? Et puis, nous leur demandons de transférer ce qu'ils ont acquis. Alors, les moyens de transfert sont variables d'une année à l'autre. On a d'abord, pendant plusieurs années, on leur a proposé de réaliser un carnet de voyage de leur séjour en Bleuteuse, un carnet de voyage destiné à un public réel, donc il devait être soigné, mais il y avait énormément de contraintes qui étaient données aux étudiants. Ils devaient multiplier les types de langage, les types de manière de rédiger, de dire les choses, avec des photos personnelles, avec des dessins, avec des schémas, des croquis, voilà. Bon, tout ce qui fait partie des apprentissages disciplinaires dans les différentes disciplines. Mais aussi, on leur demandait de raconter leur voyage en imaginant chaque fois, tiens, si je le fais avec des enfants, quels sont les objectifs didactiques que je poursuis? Donc, il y avait, si vous voulez, un deuxième volet qui était véritablement le volet de l'enseignant qui réfléchit sur ce qu'il a produit lui-même, pas comme s'il était un enfant, hein, comme ils rédigeaient leur carnet comme adulte, mais avec toute une réflexion en disant, tiens, quand je réalise cette page, voilà ce que j'apprends. Alors, deuxième formule, c'est un sentier didactique en stage. 98% des maîtres de stage chez nous ne font pas d'extramuros. Et donc, si on voulait qu'ils puissent réinvestir en stage, il a fallu qu'on l'impose dans le contrat de stage. Et on n'a pas pu aller plus loin que d'imposer une sortie avec 5 activités à mener dehors. On n'a pas pu imposer plus que cela. Mais donc voilà, les étudiants ont quand même pu, avec des bonheurs divers et un accueil divers de la part des enseignants, s'essayer à faire de la pédagogie extramuros eux-mêmes. Et en général, ils étaient très favorablement impressionnés par l'accueil, par les enfants, par leur motivation, par le fait que voilà, c'était vraiment pas aussi effrayant que ce qu'ils pensaient. Et finalement, ils se sont bien débrouillés pour gérer ça. Et troisième forme de transfert qu'on a aussi testé, c'est d'exploiter un autre milieu extraordinaire. Et là, les étudiants travaillaient par groupe de 4 ou 5 et devaient dans un milieu extraordinaire. Donc, par exemple, ici, un ancien charbonnage qui a été transformé en musée. Découvrir l'endroit et évidemment proposer comment l'exploiter avec une classe d'élèves. Alors, tous ces efforts, pourquoi? Pour en arriver à quoi? Voilà une photo des étudiants fin de 3e année. Alors, bon, là, on est content. 99% estiment qu'il est important de faire découvrir la nature dans le cadre scolaire et que l'école doit favoriser les apprentissages dehors, une grande majorité aussi. Mais, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, seulement 30% envisagent de faire acquérir des choses aux enfants en allant dehors. Alors là, ils ne sont pas encore en situation professionnelle. Donc, qu'est-ce qui va en rester après? En sachant
que les écoles dans lesquelles ils vont atterrir ne sont pas spécialement favorables à ce qu'un petit jeune vienne en disant, vous savez, moi, je suis fanat de la pédagogie extramuros, vous allez voir, ça va être génial, les enfants vont adorer, vont apprendre. Voilà, ce qui se passe, c'est que, ben, ouf, quoi. Les jeunes, ils arrivent dans une école, ils sont tout timides et on leur demande surtout d'entrer dans les pantoufles des enseignants existants. Donc, ce n'est pas du tout facile de venir avec un nouveau costume et de revendiquer ce qu'on a envie de faire autrement. Donc, voilà, ça nous a évoqué l'idée qu'on devrait peut-être introduire dans la formation un module d'assertivité pour nos étudiants pour qu'ils osent argumenter, parce qu'ils ont les arguments en main. Mais voilà, donc c'est un constat général. Nous avons fait une enquête qui est significative avec l'Institut d'éco-pédagogie. On a eu l'occasion de former 170 enseignants de 10 écoles différentes dans le milieu rural. Donc, on a fait un échantillon quand même intéressant. Et là, il n'y avait que 2 enseignants sur l'ensemble qui sortaient avec leurs élèves. C'est quand même important de constater ça. Alors, du coup, nous avons décidé de mener une recherche parce qu'on s'est dit, bon, là, on va arrêter de remettre en question notre pratique. Il faut se demander pourquoi on échoue, pourquoi autant d'échecs dans le futur et d'essayer de se demander ce qu'on devait changer, si on avait les moyens de changer quelque chose et quoi. Et donc, l'équipe de recherche est composée, comme je l'ai dit, de personnes qui étaient à la fois à la haute école et d'autres à l'Institut d'éco-pédagogie. Et les questions de recherche, c'est effectivement d'essayer d'au moins interroger les causes de cet échec, faire le point sur le profil des étudiants, sur le profil et les pratiques des enseignants, sur le contexte sociétal et sur les pratiques de formation à l'extramuros. Et puis, on espérait en tout cas déboucher alors sur des idées nouvelles pour améliorer nos pratiques de formation. Et c'est là que nous avons eu l'occasion de mener une expérimentation, mais nous avons aussi analysé le cadre institutionnel pour la Belgique francophone pour voir un petit peu quel support il apporte à cette pédagogie extramuros. Les résultats, en tout cas, de cette recherche ont fait l'objet de rapports scientifiques classiques, hein, mais on a essayé de vulgariser ces résultats dans l'ouvrage qui est là sur l'image à gauche, qui s'appelle Dehors j'apprends, et dont Lucie Sauvé a si aimablement accepté de faire une belle préface. Alors, bon, le profil des futurs enseignants du primaire, on a mené une enquête auprès de nos étudiants, mais on s'est aussi appuyé sur la littérature et on a constaté que globalement, nos élèves n'étaient pas des exceptions, loin de là. Alors, nos étudiants, en tout cas, ils ont un contact très rare avec la nature. Nous avons une école qui est en ville, mais 68% vivent à la campagne. Alors, la campagne en Belgique, c'est quand même un milieu périurbain. C'est un milieu, en tout cas en France, on le qualifierait de périurbain. Partout en Belgique, on ne peut plus dire qu'on a vraiment un milieu rural profond. On n'est jamais loin d'une ville, quoi. Et pourtant, 13% de l'ensemble de nos étudiants ont un contact avec la nature plusieurs fois par semaine. Donc, même ceux qui vivent à la campagne, ils y vont très peu. Et souvent, ceux qui sortent, c'est pour aller promener un animal de compagnie, pour aller promener leur chien. Ou bien alors, il y a ceux qui sont dans les mouvements de jeunesse. Alors là, c'est un groupe un peu à part. 53% sortent se balader moins d'une fois par mois. Pour 18% d'entre eux, la nature n'est pas importante pour leur famille et 49% ne jardinent jamais. J'ai pris un échantillon hein, des exemples, enfin des questions qu'on leur a posées. Et le jardinage, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, c'est tellement chouette de faire un jardin potager à l'école. » Oui, mais en attendant, le profil des enseignants, il y en a beaucoup qui n'ont jamais mis les mains dans la terre. Donc, voilà, c'est quand même une limite quand même, je pense. Les conséquences de la déconnexion avec le milieu,
on a aussi épluché la littérature anglo-saxonne, francophone et germanophone. Et on a aussi surtout observé pendant des années nos étudiants quand ils étaient avec nous dehors. Alors, de plus en plus, ils ont une mauvaise condition physique. Il y en a qui se plaignent si on leur fait faire 5 km au cours de toute une journée en disant que nous sommes véritablement... nous les maltraitons. Et pourtant, ces 5 km, c'est même pas 5 km d'affilée, c'est 5 km avec des stations, avec des activités de découverte, etc. Alors, beaucoup d'étudiants manifestent des peurs véritablement d'utiliser l'essence autre que la vue. Ils ont peur de se salir, ils ont peur de la nature sauvage. Ils n'aiment pas, ils ne trouvent pas ça beau, ils trouvent que ça fait négliger, qu'il faudrait que les communes s'en occupent de cette forêt avec tant d'arbres morts. Ils ont peur de se perdre aussi, ils ont peur de l'inconnu. Et je dirais, ce que nous avons découvert aussi, c'est qu'ils ont peur de la rencontre avec des gens réels qu'ils ne connaissent pas. Les formes d'handicap sensoriel sont très importantes aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas l'expérience Quand je demande à mes étudiants, tiens, on est en plein hiver, à votre avis, c'est le banc en pierre ou le banc en bois qui est le plus froid? Comment vous savez ça? La diapo suivante, enfin l'image suivante, c'est la même chose. Je demande à mes étudiants, tiens, le soleil est là, dans 2 heures, il sera où? À gauche ou à droite? Et la plupart sont incapables de répondre. Donc il y a véritablement des savoirs empiriques qui sont liés au fait qu'on fréquente le milieu dehors, qui s'évanouissent, en tout cas qui ne sont plus là. Et je procède à ce genre de test à peu près chaque année. Alors, le profil des futurs enseignants du primaire, et pas seulement des futurs enseignants du primaire, mais de beaucoup d'étudiants de l'enseignement supérieur, d'après ce qu'on peut lire dans la littérature, sont tellement déconnectés que finalement, il y a une série de conceptions erronées en géosciences qui sont enseignées à l'école, mais qui ne font pas l'objet d'une critique de la part des élèves. Et donc, la photo à gauche, c'est quand nous sommes à la côte d'Opale. Vous voyez qu'il y a une falaise avec une partie plus humide et une partie plus sèche. Il y a de l'eau qui sourd. Pour les étudiants, c'est une source et donc l'eau est pure. Alors que là, juste au-dessus, sur le plateau, il y a un agriculteur qui déverse plein de choses sur le champ. Pour eux, l'eau de source est pure. Et puis, quand on leur demande, mais tiens, comment ça se fait que l'eau sort là, ils ont du mal à répondre. Et en tout cas, leurs réponses, elles sont inspirées par le schéma qui est à droite. Parce qu'ils ont dans la tête qu'une image, une nappe phréatique, c'est un lac souterrain. Et peut-être que vous aussi, vous avez cette idée-là. C'est une idée qui est largement répandue. Et du coup, quand ils vont sur Internet chercher un schéma, ils prennent celui-là, puisqu'il est tellement beau, il est tellement beau, mais il est tellement faux. Parce qu'en fait, une nappe phréatique, c'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait prendre comme schéma. C'est-à-dire, il n'y a pas un lac, il n'y a pas un espace vide rempli d'eau, quoi. Et donc là, c'est un exemple, mais la littérature abonde d'exemples comme celui-là où les erreurs se perpétuent et plus personne n'a de présence d'esprit finalement par manque de contact avec le milieu. D'autres conséquences, moi je les attribue en partie à cela, hein, mais les tests PISA en sciences en 2015 pour les élèves de 15 ans ont montré que un pourcentage important d'entre eux n'arrivent pas à expliquer des phénomènes naturels familiers de manière scientifique. Ils ont plutôt recours à des interprétations fantaisistes ou qui sont liées fantaisistes dans le sens où, par exemple, les éléments auraient des intentions, par exemple. Hein, la rivière cherche à rejoindre la mer. L'eau de la rivière cherche à rejoindre la mer. Et évidemment, on ne parle pas de l'eau de la rivière qui cherche à rejoindre les nuages ou qui cherche à s'enfoncer dans le sol. On parle d'intention. Et seulement 2% interprètent des situations peu familières avec des explications scientifiques à un niveau systémique. Alors que les profs dans le secondaire, ils apprennent ça en principe.
Donc, nos étudiants, ils arrivent avec ça. Et globalement, il y a une forme d'acculturation géographique et historique. Le milieu, il est anonyme pour eux. Il manque de mots pour le dire. Ils ne savent plus ce que c'est un soupirail et ils me reprochent de vouloir, de trouver que c'est intéressant quand même de savoir ce que c'est un soupirail, que ça peut être, voilà, non seulement, ben oui, non, ils me disent, pourquoi est-ce que j'apprendrais ce que c'est un soupirail aux élèves, puisque moi je découvre avec vous seulement maintenant, j'ai 20 ans, ce que c'est un soupirail. Et j'ai jamais eu besoin de ce mot-là dans ma vie. Ou bien l'image de gauche, là vous voyez des collines un peu particulières, c'est dans les environs de Liège, et quand je leur demande ce que c'est, pratiquement 9 fois sur 10, aucun élève n'est capable de me dire, à part, mais ce sont des collines, mais non, elles sont quand même particulières. Ah ben des volcans alors. Alors que ce sont des terrils, comme on dit chez nous, des monticules de déchets extraits de charbonnage. Et ça caractérise toute notre région. Effectivement, il n'y a plus aucun charbonnage en activité, mais énormément de ces étudiants ignorent fondamentalement dans quelle région ils vivent au niveau géographique et historique. Alors, nous avons voulu nous intéresser à nous en tant que formateurs et notamment toute une série de postures que nous avons, nous les avons interrogées. Nous reconnaissons qu'effectivement, nous ne tenons pas compte suffisamment de l'écart qu'il y a entre nos étudiants et nous. Parce que nous, profs de sciences, avec l'âge que nous avons, nous sommes encore de la vieille école. Nous aimons aller randonner, nous y allons souvent. Nous nous intéressons au milieu dans lequel nous vivons. Et donc, cet écart entre eux et nous, il est gigantesque. Et donc, notre déception est à la hauteur notamment de cet écart. Alors, nous sommes persuadés que les sorties sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Et que même s'il pleut, c'est tellement beau qu'ils devraient être passionnés par ce qu'on leur propose. Et par rapport à ces visions, on a pu véritablement comprendre la source de notre erreur grâce notamment à l'ouvrage de Catherine Meillor qui a écrit L'affectivité en éducation et qui nous a fait comprendre qu'on avait une posture véritablement de domination par rapport à nos étudiants. On croit qu'on peut les manipuler avec un beau paysage ou avec une belle nature. On pense que finalement l'être humain alors qu'il est en proie à d'autres désirs, d'autres projets dans sa tête ou d'autres motifs de vivre, va être sous le joug de nos beaux paysages ou de notre belle nature. Donc là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on devait quand même remettre en question fondamentalement cette vision de nos étudiants qui pourrait être conditionnée par une belle nature, un beau paysage, voilà, des activités bien pensées ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, faire fi finalement de la dimension subjective des émotions et de l'attribution d'une valeur à un milieu donné par nos étudiants. Alors que nous, voilà, on les a sélectionnés parce qu'on les adore, mais voilà, ça nous a aidé à comprendre pourquoi on était déçus par rapport à cela. Cette vision behavioriste, c'est pas évident de la changer et c'est aussi assez naïf de notre part de croire que voilà, ils vont aimer parce qu'on aime. Donc là, c'est quand même important pour nous de remettre ça en perspective. Et deuxième lecture qui nous a aussi aidé beaucoup, ce sont les travaux de Heidi qui évoquent le fait qu'un intérêt situationnel réussi, comme on peut l'avoir avec certains étudiants dans ce qu'on leur propose, ne signifie pas nécessairement un intérêt profond. Et qu'en fait, ça c'est aussi, en tout cas, je dis notre erreur, mais en tout cas aussi liée aux conditions de formation, c'est-à-dire que nos moyens de formation sont tellement maigrichons que, ben voilà, on les emmène pendant une semaine, c'est un souvenir formidable, ça oui, mais étant donné le profil de nos étudiants, c'est tellement mince par rapport à ce qu'il faudrait implémenter de régulier, de fréquent, pour qu'un intérêt véritablement profond s'installe.
Alors, donc voilà, hein, les conditions de formation, nous estimons qu'elles sont insuffisantes. Le cadre institutionnel, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais il est insuffisant dans les textes légaux, malgré les efforts de l'inspection. Le soutien des directions d'école est variable d'une personne à l'autre. Donc, si on regarde un peu les choses de manière systémique, on se rend compte qu'il faut aussi intégrer, si on veut changer, la formation des formateurs en ERE, la formation à la didactique extramuros des formateurs et peut-être un partenariat avec le secteur associatif qui a développé de belles choses. Alors rapidement, avant de conclure, je vous parle de cette expérimentation que nous avons menée. Dans la littérature, en tout cas, quand on a recensé toute une série de pratiques de formation à l'extramuros partout, nous avons été assez intéressés par effectivement ces rares expériences de formation d'enseignants très rares par le service communautaire. Il n'y en a pas des masses, des exemples, mais les exemples qui étaient donnés dans la littérature semblaient avoir donné des résultats assez probants. Et donc on s'est dit, bon, on se lance, on y va. Donc le principe, c'est d'ancrer les apprentissages à travers un projet à réaliser dans un territoire au service du bien commun. Alors bien sûr, nous avons choisi des projets avec des partenaires qui s'intéressent à l'environnement et qui ont des actions d'éducation relatives à l'environnement. Donc nous avons en tout cas sollicité toute une série de partenaires qui ont fait des propositions générales de projets. Et puis les étudiants ont choisi les projets qui les intéressaient. C'était des étudiants volontaires, donc bien sûr c'est un biais énorme, hein, des étudiants volontaires, mais notre haute école a accepté de faire cela. Et c'est un stage à temps plein pendant 5 mois, donc c'est quand même 30 crédits, c'est énorme. Je pense que ça n'existe nulle part. Ils ont réalisé cette mission. Donc, il y en a 2 qui ont travaillé sur la confection d'une valise pédagogique, les 2 jeunes filles à gauche, sur la cohabitation avec le castor. Alors, au Canada, on n'a pas de problème avec le castor, mais depuis qu'il est revenu en Belgique, introduit artificiellement, ça crée véritablement de la controverse entre ceux qui veulent le protéger, puisque l'Union européenne impose de protéger les castors, et puis tous ceux qui voudraient l'éliminer au plus vite. Donc là, elles ont créé un très très bel outil avec des activités très originales, et ça les a amenés aussi à arpenter ce terrain dans tous les sens. Les étudiants en bas à droite, ils ont travaillé sur une proposition d'une commune où il s'agissait de produire des géocaches, donc ces petits récipients dans lesquels, en général, on ne trouve qu'un registre de présence, mais où là, ils avaient décidé de mettre un document avec des tas de choses dedans, soit une invitation à réaliser une petite activité, soit des informations sur le milieu, soit un renvoi vers un site internet où ils avaient produit des choses originales. L'objectif, c'était de faire découvrir à des jeunes, à des adolescents, les richesses de la nature et du patrimoine de la commune. Et en haut, c'est une jeune fille qui a été invitée à faire un lien entre les ressources d'un musée consacré au métier de la pierre, les environs immédiats du musée, et de produire des activités pédagogiques et un guide pour les parents et pour les animateurs. Alors, ce programme particulier, il démarrait au mois de septembre et se terminait en janvier. Nous avons décidé d'accompagner ces étudiants chaque semaine, un professeur de sciences de l'éducation, de psychopédagogue, comme on dit chez nous, et moi-même, alternativement. Nous allions les rencontrer donc chaque fois 1 heure ou 2 à leur demande, mais en tout cas, c'était systématique. Parce que notre objectif dans cette recherche, c'était qualitatif. Dans la littérature, la seule chose que l'on trouvait, c'était une évaluation ante et une évaluation à la fin du stage d'apprentissage par les services communautaires, mais rien comme info sur le processus. Et nous, c'est ça qui nous intéressait, c'est d'un petit peu mieux saisir et mieux recueillir des données sur ce qui se passe pour les étudiants, qu'est-ce qui les traverse, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, ici, d'abord une petite préparation, un séminaire d'initiation à l'écostage avec l'Institut d'écopédagogie, une découverte du territoire librement,
la réalisation du mandat de stage qui a été négocié à l'issue de la découverte du territoire, où ils doivent proposer, eux, par rapport à la grande mission qui était dévolue, quelque chose de précis. Ils doivent planifier leur action et réaliser aussi un portfolio. En tout cas, on leur demande de prendre des notes quotidiennement peut-être, ou en tout cas au moins chaque semaine, sur leur propre évolution, les questions qu'ils se posent, leurs états d'âme, voilà. Et donc, nous, profs de la haute école, nous sommes superviseurs, et puis dans chaque structure, il y a un tuteur de stage qui a aussi une mission bien précisée dans un contrat d'accompagnement des étudiants. Alors, voilà, en quelques mots, en tout cas, voilà ce que nous avons pu noter, en tout cas, dans leur évolution, c'est que la première semaine, les 15 premiers jours d'initiation à l'éco-stage, déjà, le fait de participer à un module de formation avec l'Institut d'éco-pédagogie leur a vraiment permis de changer de posture. Parce que ça, c'est la première chose la plus difficile, c'est on est étudiant avec des profs avec lesquels on est dans une relation très particulière. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des adultes qui viennent là parce qu'ils ont choisi d'être là. Et on est là en dehors de la présence de nos profs. Et donc là, pour eux, ça a été le premier pas. Et je pense que c'est vraiment important, ce genre de partenariat avec le milieu associatif. Ils sont en dehors de l'école, non seulement ça, mais en plus, ils sont en formation avec des gens du milieu associatif qui ne vont pas leur demander des comptes à la fin de la formation. Ça a été un grand plaisir pour eux. Puis alors, une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain, là, c'est la phase d'exaltation. Et ça a été pour chaque expérimentation. Ils étaient tout fous, ils étaient tout le temps dehors. Voilà, vraiment la phase de découverte, la phase d'autonomisation aussi. Et puis suivi d'une courbe rentrante, d'un moment de doute, de déstabilisation. Les étudiants étaient un peu perdus, ils avaient été partout dans le territoire, mais ils n'arrivaient plus à définir un projet, à savoir où ils allaient, comment ils allaient y aller. Ils étaient vraiment en questionnement. Et c'est là que tout le travail d'accompagnement est important pour les encourager, pour les valoriser, pour vraiment leur dire c'est normal, c'est normal que vous passiez par cette étape-là, d'autant plus qu'ils ont ressenti alors au bout d'un mois et demi le fait qu'ils vivaient depuis un mois et demi sans la structure scolaire qui rythme leur journée, leur semaine, leur mois, sans cette structure scolaire qui finalement, ils peuvent râler dessus, mais elle est là et elle balise leur vie, quoi. Et là, les balises, ils devaient les donner eux-mêmes. Et c'était extrêmement difficile pour eux de se donner des balises en se demandant chaque fois, mais est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Donc, cette autonomisation n'était pas évidente. Puis, il y a eu des remises en question aussi à faire, hein, et par rapport à l'idée de devenir des éco-citoyens qui faisaient partie des objectifs fondamentaux de la formation. Par exemple, hein, la petite équipe des jeunes filles qui travaillaient sur les castors, ils avaient décidé de produire une maquette et la structure leur a donné mais vraiment 1000 € pour réaliser cette maquette. Alors, elles ont d'abord foncé dans un magasin, elles ont acheté plein de choses en plastique pour faire une belle maquette qui ressemblait en rien au milieu naturel qu'elles venaient d'explorer pendant un mois et demi. Et elles ont utilisé du polystyrène qu'elles ont brûlé dans le bureau. Tout le monde s'est intoxiqué avec ça. Et puis, quand on a fait une petite critique de cette production, elles étaient désemparées, quoi. Elles étaient désemparées de se dire, mais mon Dieu, on est là, on pense qu'on est des leaders de l'environnement. Et puis finalement, là, on a fait vraiment quelque chose qu'on doit remettre en question. Et donc là, elles ont fait toute une deuxième maquette à partir d'éléments naturels, d'éléments de récup. Enfin voilà, leur maquette ne leur a rien coûté. Elles sont toutes fières de ça. Et donc dans ce projet, je dirais, l'importance de tout cet accompagnement, ça a été qu'au fond, en fin de compte, les étudiants se sont véritablement engagés dans le projet. Et même plus que ça, ont dépassé les engagements qu'ils avaient annoncés. Ils ont produit beaucoup plus que ce qu'on leur demandait, tout compte fait. Et donc, à chaque fois, le moment d'aboutissement qui est toujours important, était vraiment un moment de reconnaissance. Ils étaient fiers et ils pouvaient bien l'être. Et
et la petite communauté autour d'eux était reconnaissante à juste titre de ce qu'ils avaient fait. Donc nous, on pense qu'effectivement, c'était un projet un projet vraiment important, intéressant à implémenter dans la formation initiale des enseignants. Nos étudiants, en tout cas, témoignent de leur bonheur d'être souvent dehors et de changements dans leur mode de vie à la maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au deuxième quadrimestre, ils avaient des stages, alors ils revenaient à l'école comme d'hab, et ils avaient des stages à assumer, et l'idée était évidemment qu'ils transfèrent ce qu'ils avaient acquis lors du premier quadrimestre en stage. Et là, on a pu vraiment constater qu'ils avaient un manteau extramuros vraiment accompli, avec une capacité à exploiter les caractéristiques du milieu, à produire une didactique cohérente qui intègre l'éducation par et pour l'environnement, l'approche sensible, l'approche critique, l'approche par le projet dans l'action et une intégration dans la communauté locale. Ils ont développé vraiment de beaux projets. Et nous pensons qu'effectivement, dans un curriculum à repenser, ces trois axes méritent d'être choyés à travers ce genre de projet. Permettre aux étudiants, alors pour répondre à cette idée d'intérêt profond par rapport à un intérêt situationnel, un ancrage environnemental pendant 5 mois, ça vaut le coup. Parce que c'est peut-être le prix à payer, enfin à payer, non, il ne faut pas dire ça, mais c'est peut-être le cadeau qu'on peut offrir à nos étudiants pour s'intéresser à l'endroit où ils vivent, être attachés sentimentalement à leur terre, au milieu où ils habitent et qu'ils apprécient aussi en particulier la nature sauvage, grâce à des personnes ressources, à des passeurs de lumière, comme on le dit souvent, qui peuvent vraiment les accompagner dans le fait de se mettre dedans. Puis, deuxième axe, cette alphabétisation environnementale indispensable et qui peut être en partie assurée avec bienveillance par les tuteurs de stage qui sont pas des juges pour eux. Et donc là, ils peuvent vraiment être entourés de personnes qui travaillent au quotidien pour des projets d'environnement. Et ça, c'est stimulant pour eux. Ce n'est pas des profs de géo ou de bio qui leur enseignent une matière certes qu'ils aiment, mais qui ne correspondent pas à un travail au quotidien. Et troisième axe, bien sûr, ce sont les fondements de l'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et donc, voilà, on arrive à la fin de l'exposé que j'ai préparé pour aujourd'hui, avec cette idée que moi, je pense, ce serait bien que tous les enseignants, tous, aient une formation de base en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, qu'ils aient tous la chance de vivre une immersion 5 mois temps plein dans un territoire, à travers l'apprentissage par le service communautaire. Quand je dis tous, ce n'est pas nécessairement dans le domaine de l'environnement, ça peut être bien sûr dans le domaine culturel, ça peut être dans le domaine économique, ça peut être dans d'autres domaines que l'environnement. Et puis, de l'intérêt d'avoir un module spécialisé, je pense, en didactique extramuros, avec de cette manière peut-être l'espoir que nos étudiants pourront véritablement inviter des enfants d'école primaire qui sont là avec leurs petits costumes bien formatés par l'école traditionnelle, s'engager sur la route de la liberté d'apprendre et d'entreprendre dans une pédagogie ancrée dans le milieu avec bonheur. Voilà, petite image d'une situation qu'on espère tous retrouver. C'est une image de Liège avec une belle passerelle que beaucoup de gens aiment et qui a redonné à cet endroit une vitalité qu'il n'avait pas autrefois. Mais Christine, merci vraiment beaucoup pour cet exposé qui donne du souffle, hein, qui a permis
de faire le tour de la question là, avec une typologie des pédagogies extramuros qui a soulevé des questionnements critiques, entre autres autour des expériences factices. En fait, elle nous a invités à explorer tous les apports de cette pédagogie-là, mais aussi ses enjeux, pour terminer avec ce magnifique projet d'éco-stage. Et là, on comprend que la pédagogie extramuros a comme un double sens, oui, en dehors des murs de l'école, mais aussi en dehors des murs de la culture scolaire et de la culture de formation des enseignants. Alors vraiment, moi, j'ai eu grand plaisir à t'entendre, nous tous, les 85 ou 86 personnes également. Alors, on a un moment d'échange avec toi, Christine, qui va être précieux. Et on sait aussi, bien sûr, comme ça a été dit là, dans la zone de clavardage, qu'on a enregistré cette présentation et qu'elle sera disponible. Vraiment, un tour de la question formidable, Christine. Alors, Hugues, tu es avec nous. Oui. Est-ce que tu as pu repérer des questions ou des commentaires de personnes qu'on pourrait inviter, par exemple, à les poser? Oui, bien évidemment, plusieurs remerciements en fait de présentation. Là. Je pense que plusieurs ont contribué à remercier Mme Partoun pour la présentation qui a été faite. Il y a quelques commentaires, effectivement, là, qui complétaient, je pense, l'information que Mme Partoun livrait pendant la présentation. Puis, ben, quelques questions. En fait, une, je dirais, qui est peut-être à souligner parce que malheureusement, il y a une des personnes qui a posé une question, mais qui a dû quitter. Puis, ben, elle nous interrogeait, en fait, sur l'insouciance de l'enfance, mais je n'ai pas bien saisi la nature de cette question-là. Elle a été posée par quelqu'un qui s'appelle Fabio et qui a dû quitter, donc j'imagine qu'elle ne pourra pas clarifier, mais on a une question peut-être plus précise de M. Claude Poudrier, qui est promoteur au Québec là, de la recherche-action pour la résolution de problèmes communautaires, puis qui nous demandait en fait quels sont les outils d'évaluation sur les apprentissages des enfants lorsqu'ils sont réalisés à travers cette pédagogie extramuros. Est-ce que je reformule bien, M. Poudrier? Oui, oui, très bien, mon cher Hugues. Est-ce que vous, donc vous parlez de l'évaluation des enfants ou Oui. bien de nos étudiants? Des enfants, en fait. En fait, Mme Partoun, si je peux me permettre, ce que vous avez mentionné, entre autres, sur les obstacles qu'on rencontre pour la formation des enseignants, des instituteurs, on la rencontre ici aussi, probablement que vous le savez. Mais dans le cadre du projet que je menais un peu plus activement avant la pandémie, bien sûr, là, le projet de formation des enseignants, ce qu'on tentait, nous, là, c'est d'avoir une offre attrayante et, comme on disait, ce qui est à la mode pour les plus jeunes enseignants, le projet clé en main, en fait. Vous voyez, donc on voulait que ça soit attrayant et que les enseignants aient tous les outils, en fait, pour appliquer le projet en éducation relative à l'environnement, dont les formes d'évaluation, en fait. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que vous avez pensé à des outils d'évaluation pour les enseignants pour qu'ils puissent les appliquer pour évaluer les apprentissages des enfants? Mais je dirais, ça c'est plus le travail des profs des sciences, de sciences de l'éducation, hein, de travailler cette dimension de l'évaluation avec nos étudiants. Nous, enfin, moi, ce que je peux juste dire, c'est que dans les travaux de fin d'année que nous demandons à nos étudiants, et les travaux de fin d'année qui portent sur la pédagogie extramuros, bien entendu, on les encourage. Moi, je n'ai pas un public d'enfants en main, donc on les encourage en tout cas à produire des repères pour évaluer. Donc, par exemple, une étudiante a travaillé sur la curiosité en nature. Elle était persuadée d'ailleurs au départ que le fait d'aller dans la nature allait nécessairement, ça c'est une des croyances que j'observe souvent, que la nature a de super pouvoirs et que donc il suffisait de les emmener en nature pour qu'ils deviennent curieux. Puis comme elle a un peu déchanté,
elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y a des enfants qui étaient tout fous, mais il y en a d'autres qui étaient pétris de peur. Et donc, et puis il y en a d'autres, la curiosité s'éteignait rapidement. Et donc, par exemple, effectivement, avec cette étudiante a travaillé sur des indicateurs qui montraient que la curiosité était présente, oui ou non, un peu, beaucoup, etc. Et donc, enfin, je ne sais pas si c'est de cette évaluation dont vous parlez, mais effectivement, puisqu'il s'agit de restaurer ou de faire vivre chez certains enfants cette curiosité qui est parfois déjà bien évanouie, en tout cas d'après les témoignages que j'ai d'enseignants du maternel, elle est bien évaluée. Donc oui, nous invitons nos étudiants à produire chaque fois des indicateurs, des critères, des indicateurs pour observer et pour ne pas se contenter d'un discours qui serait de dire ben oui, ça marche, puisqu'ils ont participé avec joie. Mais bon, ça mérite quand même d'aller un peu plus loin et d'apporter un minimum de preuves, hein, on va dire ça comme ça, d'observation pour étayer l'objectif qu'on poursuit. D'accord. Merci beaucoup, Madame Partoun. Merci. Oui, je pense aussi dans le fil de discussion, il y avait Madame Chantal Derry qui avait une question peut-être pour la formation initiale ici au Québec. Mais Madame Derry, je vais vous laisser poser votre question. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Partoun. C'était fort intéressant. J'ai eu la chance récemment d'entendre des géographes britanniques du primaire là, qui parlaient de geographical drift et tout ça. Donc, c'est tout à fait dans cette lignée. Mais d'un point de vue, vous parliez là, de ce contexte-là où c'était assez un moyen de formation assez maigrichon. En même temps, moi, j'étais là, je me disais non, moi, dans mes cours de formation initiale à l'université avec les cours de 3 heures, je trouvais que vous étiez déjà avec beaucoup de choses. Ça serait quoi si on avait à dire, bon, ben OK, on veut essayer d'en mettre juste un petit peu, de distiller un peu de cette pédagogie extramuros-là, sachant qu'on a juste des cours de 3 heures à l'université. Bon, on peut faire sortir un peu nos étudiants, mais est-ce que vous auriez une piste ou par où on peut peut-être commencer pour essayer de semer des petites graines, sachant qu'on a des étudiants qui souvent n'ont jamais expérimenté ça au primaire, en fait. Et donc, on ne peut même pas référer à ces souvenirs-là, c'est très peu présent. Ça serait quoi des pistes à quelqu'un qui veut essayer d'en faire? Merci. Mais je vais peut-être plomber l'ambiance, mais toute notre recherche plaide pour, au contraire, ne pas s'illusionner, ne pas croire qu'en 3 heures, on va pouvoir transformer un enseignant traditionnel en enseignant extramuros. C'est une manière de vivre, c'est une manière de voir l'enfant aussi, qui est véritablement un enjeu. Et ce regard sur l'enfant, je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais il est essentiel dans cette pédagogie extramuros de se rendre compte que le regard sur l'enfant n'est pas le même. Dans les enseignants, les maîtres de stage qui accompagnent nos étudiants ont des attitudes extrêmement variées à l'égard de ce que proposent nos étudiants. Certains ont les bras croisés et véritablement ronchonnent pendant toute la séquence en disant mais enfin, elle les laisse faire ce qu'ils veulent, elle leur donne des consignes qui ne sont pas assez précises. Donc tout ce qui est exploration libre, etc. Certains enseignants ne supportent pas ça. Et donc ils sont dans une logique qui n'est pas celle qu'on a envie d'encourager dans la pédagogie extramuros. Et c'est vrai, ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est ce gap-là, ça ne s'acquiert pas en 3 heures. C'est un cheminement. Et nos étudiants, en Belgique, la formation des enseignants du primaire, c'est 3 ans. Et il est question que le curriculum passe à 4 ans ou à 5 ans. Mais je dirais, s'il fallait rajouter une année en plus, c'est cette transformation-là qu'on a du mal à faire avec nos étudiants. Alors, ce regard sur l'enfant qui joue librement dans la nature, c'est essentiel déjà. Moi, je crois qu'en 3 heures, vous ne pouvez enseigner que de la didacticienne, des techniques. Voilà, vous pouvez enseigner des techniques, mais vous n'arriverez pas à faire passer une manière d'être et une manière d'habiter. Il faut que les enseignants soient habités par cette pédagogie extramuros.
Oui, merci. Effectivement, mais je continue de croire qu'on pourrait essayer des fois par petite dose, mais c'est vrai qu'on va en toucher 1 sur 70, puis ça va peut-être après ça, le reste fera le chemin. Merci beaucoup. Ben, merci, oui. Puis il y a peut-être des exemples aussi là, d'initiatives de formation en formation initiale qui sont inspirantes, même au Québec, entre autres à la formation du baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, à travers des cours d'approche expérientielle et d'utilisation des ressources du milieu. Il y a des camps urbains, des camps ruraux qui sont développés à même la formation. Ce sont des camps d'une séquence, en fait, bon, qui est peut-être moins importante que celle des mois que vous présentez, mais par exemple des fins de semaine c'est ça, délocalisé pour permettre aux apprenants en fait, de vivre de nouvelles situations. Il y avait à cet égard-là, dans la conversation, Caroline Néon qui proposait l'idée de cours sur des fins de semaine, par exemple, pour pouvoir proposer finalement des approches alternatives ou l'intégration progressive de cette pédagogie-là dans la formation initiale, qui est intéressante. Puis par ailleurs, Mme Caroline Néon aussi posait une question plus spécifique sur l'accessibilité à la trousse pédagogique, sur la préservation du castor ou sur l'intégration en fait du castor. Je ne sais pas s'il y a du matériel pédagogique disponible. Madame Néon voulait le savoir. Ah, ben c'est... Heureusement, je peux répondre que ce sera bientôt disponible parce que là, pour le moment, cette malle pédagogique, elle n'existe qu'en un seul exemplaire et elle est dans un contrat de rivière, comme on dit chez nous. Mais le contrat de rivière qui a demandé la réalisation de cet outil a décidé d'en faire une publication papier et ça devrait sortir fin avril. Donc, je pourrais vous tenir au courant. Donc, ça va être un document qui expose une série d'activités pédagogiques à mener avec les élèves et qui met toutes les ressources produites par les étudiants à disposition. Donc, elles ont inventé un petit jeu de rôle sympa, elles ont proposé des fiches de synthèse intéressantes pour les aspects cognitifs, mais il y a aussi toute une démarche qui sera développée, explicitée. Super, c'est une bonne nouvelle, merci. Il y avait M. Simon Andon qui avait une question sur le financement, en fait, de ce type de formation-là, extramuros. Je ne sais pas, M. Andon, si vous voulez préciser votre question. Oui. Pour les activités extramuros, parfois c'est planifié dans le programme, mais quand le moment arrive, parfois l'administration peut dire qu'il n'y a pas les moyens financiers. Donc, quand c'est comme ça, parfois, on est obligé de trouver des endroits pas loin où on peut diminuer les dépenses à effectuer avant de faire l'activité extramuros. Donc, je voudrais savoir avec Mme Christine Partoun comment ça se passe chez elle là-bas. Mais je dirais qu'effectivement, quand on a commencé nos enquêtes auprès des enseignants pour savoir s'ils pratiquaient l'extramuros, c'était souvent la réponse qu'ils nous donnaient, non, les excursions, comme ils appellent cela, ça coûte trop cher. Et donc, la plupart d'entre eux n'ont pas une vision de l'extramuros comme je l'ai développé, c'est-à-dire on va d'abord passer beaucoup de temps aux alentours de l'école parce que le milieu peut nous proposer des choses intéressantes. Et donc, la question du déplacement, effectivement, c'est une vraie question sociale qui, chez nous, est très débattue parce qu'il y a les écoles qui ont plus de moyens que d'autres, il y a des parents qui ont plus de moyens que d'autres. Et ça reste un gros point d'interrogation, le financement de ces sorties un peu plus loin que l'école, dans d'autres villes, villages, quartiers. Ça reste une question. Pour le moment, ce n'est pas financé par l'éducation nationale, comme on dit chez vous. Oui. Merci. Oui, on constate aussi des disparités dans le financement de la formation universitaire à travers les différentes disciplines. Quand on pense à la formation scientifique, qui souvent a accès à des laboratoires
qui mobilisent en fait des sommes, je dirais, pharaoniques d'argent, alors que quand on pense finalement à la formation des enseignants in situ, on ne voit pas les milieux finalement comme des laboratoires d'apprentissage. La réalité est aussi présente en sciences de l'environnement. J'ai une formation en maîtrise en sciences de l'environnement où le laboratoire de quel environnement n'est pas reconnu comme tel, alors même qu'il est chapeauté par la faculté des sciences. Donc, il y a toujours ces problèmes-là de reconnaissance de la valeur finalement de ce terrain-là, de la valeur empirique de la réalité pour l'apprentissage qui est en mal de reconnaissance par l'institution universitaire, malheureusement. Oui, c'est vrai. Dans les études de biologie chez nous et en géographie aussi, les excursions peuvent être financées par l'université. Mais dans les hautes écoles, c'est à charge des individus, des étudiants. Ils peuvent demander une aide s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, ce n'est pas d'emblée financé. Et là, je suis d'accord avec vous que c'est quelque chose qu'il faut revendiquer. Tout à fait. Pour le moment, en fait, je ne vois pas d'autres questions dans la zone de clavardage. Je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions à poser à Mme Partoun, des commentaires. Lucie, avais-tu un mot, une question, quelque chose? Mais je trouve toujours ça extrêmement intéressant là, de prendre connaissance des questions, des commentaires et des expériences. Je connais plusieurs personnes ici dans cette salle virtuelle qui ont des expériences magnifiques à proposer. Malheureusement, les occasions sont trop rares de faire un bouquet de toutes ces propositions, ces expériences positives. En fait, on se rend compte qu'il est question fondamentalement de transformer la forme scolaire et la forme de nos institutions de formation des enseignants qui reproduisent la forme scolaire, découpée en disciplines, enfermés dans les murs. Alors, on prépare, dans le fond, les enseignants à la forme scolaire. Il n'y a pas, malheureusement, dans le référentiel de compétences pour la formation des enseignants, on ne trouve pas d'interpellation pour le développement de ces compétences fondamentales. On sait à quel point on a besoin de réancrer les apprentissages des jeunes, de toute la société, mais des jeunes dans leur milieu de vie pour donner de la pertinence. D'ailleurs, avec Hugues et Sophie au Centraire, on est en train de mener une recherche bibliographique, en fait, sur les apports de l'éducation relative à l'environnement, à la réussite éducative, entre autres via les expériences extramuros. Alors, on a hâte d'ici juin de pouvoir diffuser parce que ça nous donne des arguments. On a tellement besoin d'arguments pour convaincre nos décideurs qui se laissent très aisément convaincre par ailleurs d'introduire différentes thématiques à l'école, comme ça a été le cas au Québec avec l'éducation financière qui est rentrée mais tellement facilement avec le lobby d'un certain monde de l'économie, mais l'éducation relative à l'environnement ne parvient pas à faire son chemin, hein, à rejoindre, à convaincre les décideurs. C'est pour ça qu'en fait, on a développé collectivement, avec 57 organisations de la société éducative, une stratégie, un projet en fait, un livre vert qui s'intitule Stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, qu'on retrouve mais aisément sur la toile et entre autres via le site du Centraire, et qui justement interpelle cette ouverture de la forme scolaire et l'ouverture de l'école sur son milieu et le travail aussi de l'école en collaboration avec les partenaires de la société éducative. Et tu l'as bien explicité là, à travers les éco-stages, c'est ce qu'on retrouve. On a mis en place aussi une coalition éducation, environnement, éco-citoyenneté. On vous invite à visiter le site de cette coalition, peut-être en faire partie, parce que vraiment,
on a besoin d'être ensemble pour construire, développer et diffuser cet argumentaire collectif. Alors, Christine, est-ce que tu aurais quelques mots à partager avec nous avant qu'on se quitte? Mais je suis en train de lire quelques messages et qui rejoignent à la fois ce que tu es en train de dire, Lucie, mais sur la nécessité d'aborder cette question de manière systémique, mais qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir de beaux textes légaux qui définissent les compétences et qui intègrent ces compétences. Il ne suffit pas d'avoir des enseignants bien formés. Il faut aussi que les familles soient prêtes à recevoir ça, que les directions d'école et que les collègues qui existent déjà dans l'école, la communauté éducative, comme on dit, soient prêtes à accueillir ça. Et pour le moment, c'est difficile. Je dirais, les écoles qui sont... Certaines écoles intéressées par la pédagogie extramuros, c'est des écoles qui sont en difficulté chez nous et qui espèrent par là attirer de nouveaux publics. Mais les écoles qui font le plein sans problème ne sont pas très intéressées par changer leur manière de faire. Et donc, je crois très fort que ce travail, en tout cas en France, j'avais lu qu'il y avait cette volonté d'inscrire l'école dans un projet de territoire en associant des partenaires, en mettant d'autres partenaires autour de la table, pour qu'effectivement on soit vraiment dans un projet de territoire vivifiant. Et cela me semble une piste intéressante à creuser, que finalement les responsables politiques d'un territoire se disent que pour que ce territoire devienne un projet auquel participe et adhère toute la communauté qui y vit, il faut arriver à ce que les écoles soient partie prenante de ce processus et que donc les familles soient sensibilisées massivement à l'importance de tout ce qu'on a dit là. Et oui, sinon, dans 30 ans, on sera toujours là à se lamenter de se demander pourquoi l'éducation relative à l'environnement reste finalement une pédagogie de niche. C'est très bien dit, Christine. Fort heureusement, avec l'annonce de cette conférence, ben, on a pu identifier sur le site du Centraire quelques ressources, d'accord? Dont le très beau livre Dehors, j'apprends. Et il y a aussi une proposition curriculaire que tu as élaborée. Est-ce qu'elle sera disponible? Est-ce qu'elle est disponible en ligne? Tu veux dire le bouquin Dehors? Le bouquin, mais il y a aussi dans le site du Centraire l'annonce d'un document où le curriculum est présenté. Je m'excuse, je ne travaille pas avec mes deux écrans simultanés, mais dans le site du Centraire, on annonce, je ne sais pas si Hugues, tu peux retracer ça, cette autre ressource de Christine qui est annoncée sur le site. Donc, mais c'est sans doute les deux rapports de recherche. Les rapports de recherche, oui, exactement. Les rapports de recherche. Mais je pense que le dernier rapport mérite d'être le dernier rapport, mais ce sont des rapports internes hein, qui ont été produits pour la haute école. Les deux premiers ont été diffusés, mais le troisième doit encore être voilà, un petit peu retravaillé pour être diffusé en tant que tel, quoi. Mais alors, ça, je peux bien le faire. Si jamais ils sont disponibles en ligne, ben, on aimerait beaucoup pouvoir y accéder. En fait, ce qui ressort des propos, là, c'est qu'en fait, c'est toute la culture éducationnelle, la culture éducative de notre société. La pédagogie extramuros nous amène à repenser finalement la forme et les fondements et les contenus de notre éducation. Alors, mes grands merci. On aura le plaisir de pouvoir revisionner cette conférence, incluant le diaporama qu'on aura reçu en PDF. Donc, on pourra y revenir
garder des traces. Alors, merci à vous tous. J'aurais voulu saluer personnellement tant de personnes parmi vous dont j'étais si heureuse de voir le nom et de constater la présence. Alors, à tous ceux à qui je ne peux pas m'adresser parce qu'on est là individuellement, on peut difficilement communiquer, je vous salue de tout cœur, Marina de Belgique, Pierre, Virginie, tous ceux qui sont avec nous depuis le début et qui sont restés jusqu'à la fin. Oui, De Ville en forêt, le très bel ouvrage qui nous est affiché à l'écran. Donc, alors on poursuit, d'accord, cette exploration collective. Merci beaucoup, beaucoup, Christine, d'avoir pris ce temps à partager avec nous de cette si lumineuse recherche et de cette réflexion. Alors, on va se quitter, d'accord? On est à exactement 12h30. C'est extraordinaire comme respect de notre engagement dans cette plage de temps. Alors, à la prochaine, restez informés des activités du centraire. Alors, merci, Christine. Merci. Merci. Merci à tous pour toutes les questions, les commentaires, les réflexions.